Allez, salut les pitchouns. Aujourd'hui, petite vidéo ou média, ça dépend si vous m'écoutez sur le podcast. Bienvenue à vous. Déjà, je m'excuse pour le son, je n'ai pas mon micro, je suis en déplacement, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de vous délivrer des sujets auxquels je vois beaucoup dans les articles et qui m'intéressent. Donc celui d'aujourd'hui, c'est la parentalité paresseuse. Je pense avoir trouvé la dénomination de la parentalité que je prône et que j'explique dans pas mal de mes vidéos ou de mes épisodes de mon podcast. La parentalité pour paresseuse. En fait, j'ai lu plusieurs articles et donc je vous ai concaténé cinq raisons, cinq bienfaits, on va dire, de ce qu'on appelle la parentalité paresseuse et qui consiste tout simplement à donner à votre enfant des opportunités pour qu'il puisse développer sa confiance en lui, son indépendance et le sens des responsabilités, notamment de ses actions, mais le sens de responsabilité au sens large. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que, comme je vous le dis à chaque fois, on a plein d'informations qui nous arrivent chaque jour sur la parentalité positive, l'éducation bienveillante, même moi je vous en parle. On a tendance à mélanger les choses et à surtout à mal agir vers la fin. Par exemple, on peut parler des gens qui prônent l'éducation bienveillante, font en fait beaucoup de laxisme et ça peut engendrer, ça je vous laisserai aller voir d'autres vidéos ou d'autres épisodes sur mon podcast pour vous expliquer ça, mais ça peut engendrer l'égocentrisme, l'égoïsme, etc. Toutes ces choses que vous ne voyez pas, mais que vous construisez vis-à-vis de votre enfant en lui donnant par exemple trop d'attention ou si vous le gâtez trop, par exemple. Donc la parentalité paresseuse, elle essaye, dans tous les articles, ce que je n'ai compris, elle consiste à donner à votre enfant des opportunités afin qu'il puisse développer sa confiance, son indépendance et le sens des responsabilités, comme je le disais plus tôt. Donc, euh, première chose, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser notre enfant devant la télé toute la journée ou à ne rien faire, hein. Donc, pour donner un exemple un peu macro, et après je vous expliquerai les bienfaits, lorsque vous voyez, vous donnez une tâche par exemple ménagère à votre enfant, vous voyez qu'il n'y arrive pas, avant de vous précipiter pour l'aider ou pour, voire pire, faire la chose à sa place, laissez-le chercher pendant 1 ou 2 minutes et ensuite essayez de l'aider à ce qu'il trouve une solution par lui-même en l'aidant. Alors là, je pense que je vais me prendre beaucoup de commentaires ou des insultes, mais c'est pas grave. Le but du jeu de faire ça, en fait, c'est de laisser agir l'enfant et de comprendre la situation et d'essayer de l'apprendre pour que la prochaine fois qu'on lui demande, il puisse réagir et réussir à la faire toute seule. Voilà. C'est, en gros, comme je le dis maintenant à peu près 3 fois, indépendance et autonomie à travers cet apprentissage. Ce qui demande bien évidemment de laisser l'enfant agir seul pendant un certain temps. Alors, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, on pense toujours à la sécurité de l'enfant et on met des limites, enfin, on met un cadre clair. Ça, c'est tous les jours, c'est tout le temps qu'on lui donne ce cadre. Et nous, on crée l'environnement de sécurité qui permet qu'il agisse tout seul et qu'il puisse faire les choses tout seul. Hein, par exemple, exemple très flagrant pour que vous compreniez, on veut qu'il range ses jouets dans sa chambre, bien évidemment, les prises, elles sont protégées, elles ne sont pas nues, et vous voyez, on lui a appris de jamais s'approcher de ses prises et de jamais mettre les doigts dedans. Je fais exprès de faire un truc supra gros pour que vous arriviez à me comprendre. Donc l'objectif, nous, d'avoir créé un environnement en sécurité, mais aussi qui nous permette de laisser agir l'enfant et d'apprendre par lui-même les différentes tâches ou les différentes choses de la vie qui vont jalonner son parcours. D'accord? Donc la parentalité paresseuse, voilà, va dans ce sens-là. C'est-à-dire que le but, c'est de laisser l'enfant agir un certain temps et ensuite venir l'accompagner pour qu'il trouve la solution tout seul. Cela demande du temps, des efforts, comme à chaque fois, hein, comme l'éducation bienveillante et tout ce qu'on veut nous apprendre. Mais j'ai envie de vous dire, comme on est dans l'obligation de se mettre au tempo de notre enfant et d'avancer avec lui à son rythme, hein, parce que comme je vous le dis à chaque fois, chaque enfant est unique, chaque famille est différente, les parents sont tous uniques et différents, donc gèrent des situations d'une manière ou d'une autre. Les journées aussi qu'on passe agissent sur la chose, hein, des fois on est un peu moins patient.
Donc normalement, on essaye de se retirer de la situation et on laisse faire à l'autre parent. Voilà, peut-être, je ne vais pas revenir sur toutes les vidéos que j'ai faites et sur tous les épisodes de mon podcast, mais n'hésitez pas à aller voir tout ça. Le but du jeu de la parentalité paresseuse, donc, j'aime bien ce mot, parentalité paresseuse, hein, parce qu'on est, et surtout ne pas faire l'amalgame avec la paresse, on n'est pas paresseux, hein, c'est juste qu'on laisse agir notre enfant pour lui développer son indépendance et lui montrer la responsabilité de ses actes, et aussi, comme je le dis à chaque fois, pouvoir se préserver du temps pour nous, pour pouvoir durer et pour pouvoir l'accompagner au mieux sans être tout le temps fatigué ou sur les nerfs parce qu'on n'a pas une minute à nous. C'est surtout ça aussi que j'aime bien dans cette désignation de parentalité paresseuse, c'est que elle nous laisse du temps pour nous, pour se préserver et pour pouvoir accompagner notre enfant encore mieux dans les situations et profiter encore mieux des moments avec eux et d'être conscient de la situation. Voilà. Donc on arrive aux 5 raisons. La première raison, c'est la parentalité paresseuse aide l'enfant à développer sa confiance. Bah oui, si vous le laissez agir et qu'il réussit à faire les choses, il va avoir confiance en lui et surtout, il va se sentir capable. Si vous vous précipitez tout le temps à l'aider, voire pire, à faire les choses à sa place, il va commencer à douter de ses capacités, voire même il va être incapable de faire les choses par lui-même. Et il peut se poser la question d'utilité, de son utilité, de son utilité des choses, des responsabilités et des choses qu'il peut faire dans la vie. Bien évidemment, ça va développer plus tard un manque de confiance en lui et une mise en retrait permanente. Et ça peut être des inconvénients dans sa vie professionnelle, notamment par rapport à d'autres enfants ou d'autres collègues qui, eux, auront appris un peu plus de la confiance en eux parce qu'ils auront agi et fait quelques situations. La deuxième, c'est la parentalité paresseuse aide l'enfant à devenir plus responsable. Ben oui, par exemple, si vous le laissez agir, je vous donne un exemple. Si vous le laissez agir et qu'il casse quelque chose, et que vous lui apprenez à le réparer, par exemple, si c'est réparable, ou à lui passer le message comme quoi on ne va pas pouvoir lui en racheter parce qu'actuellement on ne peut pas lui en racheter et qu'il faut faire attention à ses affaires. Ça donne, alors déjà, ça donne toujours pareil de l'espace à l'enfant pour apprendre à faire des choses par lui-même. Ça lui apprend à respecter les choses. Ça lui apprend à respecter on va dire les aspects matériels que les choses que ses parents lui offrent. Et en fait, si on ne fait pas ça, il peut développer, comme je l'ai lu dans pas mal d'articles, il peut se sentir rejeté lorsqu'il demande de l'aide. Et il finira peut-être carrément par arrêter de vous demander de l'aide. En fait, le fil rouge de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de le laisser faire pour qu'il apprenne à faire des choses lui-même. Voilà, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que dans tout ce que je vais développer là, ça va lui permettre de se sentir utile et de sentir les bienfaits d'avoir confiance en lui et d'être capable de faire les choses. Parce qu'après, il peut développer une introversion. C'est-à-dire qu'il peut se renfermer, arrêter de moins en moins poser des questions à ses parents, à ses amis, et se sentir en manque de confiance, voire malheureusement, si on va vraiment très loin dans le scénario catastrophe, lui créer une dépression demain parce qu'il ne se sentira pas utile au cours de sa vie, par exemple, à une période de sa vie. Donc le troisième, alors la parentalité paresseuse aide l'enfant à devenir plus responsable. Ensuite, troisième raison que j'ai vue, l'enfant passera plus de temps avec ses parents. Alors celui-là est un peu intuitif de prime abord, mais il s'explique par exemple comme ça. Pendant que votre enfant, comme je le disais un peu plus tôt, pendant que votre enfant fait des corvées ou des choses, vous pouvez vous détendre un peu, vous pouvez vous préserver un petit peu pendant un certain temps et vous pouvez vous occuper de vous-même, ce qui va vous permettre de gagner plus d'énergie pour rejouer avec l'enfant après qu'il ait fait sa tâche
Et c'est du gagnant-gagnant parce que vous allez plus profiter du moment tous les deux et surtout, vous allez être plus présent du temps présent, c'est le cas de le dire, de la situation que vous allez vivre avec votre enfant. Donc en fait, le fait de partager des tâches et que chacun arrive fait ses tâches vous permet comment dire, de vous préserver et de recharger un peu votre batterie pour profiter des moments tous les deux plus tard dans la journée par exemple. Hein, parce qu'il y a plein d'articles qui disent que l'énergie c'est un peu comme une batterie. Hein. À certains moments on en a pas mal, mais il ne faut pas oublier que la journée avançant, notre énergie descend et les enfants nous ponctionnent pas mal d'énergie. Ça, vous pouvez me dire dans les commentaires, j'en suis sûr. Voilà, après, c'est une histoire de gestion, en fait. C'est une histoire de gestion de beaucoup de choses. Hein. La gestion de la journée, de la planification, donner des limites claires à son enfant pour avoir quelque chose un cadre qui vous permette de vous préserver, comme c'est marqué là. Ça permet à l'enfant on va dire de faire ses actions et de vous laisser du temps à vous et de vous reposer un petit peu. Les deux parents forment aussi une équipe, hein, comme je le dis à chaque fois, ce sont deux personnes qui doivent s'entraider. Quand il y en a une qui est fatiguée, voilà, l'enfant faisant sa tâche ménagère ou faisant quelque chose tout seul permet à un des deux parents de se reposer s'il a accumulé beaucoup de fatigue, par exemple. Et ça va avoir des bienfaits dans l'avenir parce que voilà, vous vous reposez et en fait, ça vous permet de vous préserver, de vous conserver et de durer dans le temps. Parce que c'est surtout ça, en fait, c'est durer dans le temps. C'est pas, nous, très souvent, ce qui arrive aux colères, enfin moi ce que je vois en tout cas, ce qui arrive aux colères, aux frustrations, etc., c'est parce qu'on a accumulé une telle fatigue qu'à un moment donné, on est moins patient et on a moins le temps d'écouter nos enfants, ou en tout cas, on veut les emmener à un autre rythme, et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, c'était pour le 3. L'enfant passera plus de temps avec ses parents grâce à un gain, parce qu'on regagne de l'énergie pendant qu'ils font leur tâche ménagère, par exemple. Quatrième, l'enfant apprendra à s'occuper de lui-même. Ben oui, comme à chaque fois, si à chaque fois on veut lui faciliter la vie en faisant tout pour lui, ça ne l'aidera pas demain. Ça, on en revient à l'apprentissage de l'indépendance et de l'autonomie. Il faut savoir lâcher prise un certain temps pour qu'il apprenne tout seul, qu'il fasse des choses tout seul. Parce que même faire des choses tout seul, on le dit beaucoup, emmène par exemple la créativité. L'ennui est très important. C'est le plus gros sujet actuellement parce qu'on est envahi, à chaque fois, d'écran, etc. Donc on accepte de moins en moins l'ennui. Mais l'ennui est important à la fois pour faire reposer le cerveau et assimiler les choses qu'apprend constamment l'enfant, parce que le cerveau d'un enfant, comme je vous l'ai déjà dit, il est en ébullition jusqu'à l'âge facile, enfin, jusqu'à l'âge. Il est en ébullition tout le temps, au moins pendant ces 6 premières années. Donc l'ennui permet au cerveau d'assimiler, de travailler, d'archiver, etc., etc. Il permet que l'enfant se repose et aussi permet de créer de donner un petit un petit aspect de créativité à votre enfant parce il peut s'imaginer des mondes à lui et avec ses jouets, etc. Et ça fait du bien au lieu d'être toujours passif par rapport à une activité, par exemple sur des écrans. Donc, avec tout ça, l'enfant apprendra à s'occuper de lui-même, c'est-à-dire en faisant ses jeux, par exemple, en arrivant en faisant ses tâches ménagères ou en arrivant à faire de l'hygiène soi-même, hein, par exemple. En fait, ça revient à ce que je vous disais plus tôt. Si vous laissez du temps à l'enfant à apprendre à faire les choses, il va vous en libérer à vous et il va vous permettre de vous préserver, tout simplement. Et lui, il va gagner en autonomie et en indépendance. Et même, il sera des fois très fier de montrer qu'il a réussi à le faire tout seul parce que mine de rien, c'est gratifiant pour eux. Et on en revient à la notion de gratitude qui est très importante. Donc voilà, ça, l'enfant apprendra à s'occuper de lui-même, c'est la quatrième raison. Et c'est un peu une conséquence de tout ce que je vous ai dit avant. Et la cinquième, la parentalité paresseuse permet à l'enfant de vivre pleinement son enfance. Et oui, parce qu'en fait, avec tous les discours d'éducation bienveillante, de communication permanente que je vous passe aussi sur cette chaîne, il ne faut pas mal interpréter les choses. Ça reste quand même un enfant et il faut le laisser profiter de son temps d'enfant. D'accord ? Donc il faut le laisser être un enfant et s'amuser comme un enfant.
pendant qu'ils peuvent encore, avant de vouloir le rendre adulte, avant de le confronter à nos problématiques et à nos discussions d'adultes. Ils auront tout le temps de se prendre la tête plus tard et d'avoir ces difficultés. C'est très compliqué, c'est sûr, parce que nous, faut pas se leurrer, hein, les problèmes du boulot, par exemple, on les ramène à la maison, mais vous avez des amis, vous avez une compagne ou un compagnon pour en parler. Le but du jeu, c'est quand même de laisser l'enfant apprendre à des choses de son âge, laisser son insouciance, laisser voilà, on peut appeler ses jeux et ses délires d'enfant, parce qu'il aura tout le temps comment dire, d'apprendre les difficultés de la vie d'adulte. Nous, notre but, c'est quand même de le protéger, pour le coup, là-dessus, de savoir lui expliquer les choses sans lui bourrer le mou de tous nos problèmes. Et parce que l'enfant, comme je vous dis, il y a déjà beaucoup de choses dans la tête liées à l'apprentissage et à la construction de lui. On n'a pas besoin de lui rajouter les problématiques pour lui emmener, on va dire, pas des doutes, mais je veux dire des questionnements inutiles du pourquoi papa et maman sont malheureux, ou vous voyez, sur des broutilles, hein, j'appelle ça des broutilles, parce qu'après il y a des raisons plus, on va dire plus importantes, hein, par exemple la perte des grands-parents ou les séparations. Ça, il faut savoir leur expliquer de manière honnête, mais surtout liée à leur âge, donc petit à petit en leur détaillant la situation. Mais on n'est pas besoin obligatoirement non plus de leur ramener la situation tout le temps devant les yeux à chaque fois qu'on les a. Et à part ça, les soucis qu'on a au boulot, les soucis qu'on peut avoir dans la vie quotidienne en tant qu'adulte, il y en a les trois quarts qu'on n'a pas besoin d'en discuter avec nos enfants parce que c'est pas de leur âge, parce qu'ils ne sont pas dans cette situation, parce qu'ils n'ont pas à être va dire, notre dévidoir de problèmes. On a des psys pour ça, on a notre compagnon ou nos compagnes, on a des amis, on a d'autres personnes adultes qui nous permettent de parler de nos problèmes sans venir en parler à nos enfants. Laissons-les être des enfants, laissons-les s'amuser. Ils auront tout le temps d'apprendre les problématiques et les choses de la vie d'adulte plus tard. Euh, c'est un petit peu, on va dire, le discours que je donne dans beaucoup de mes vidéos et de mes épisodes de podcast. C'est que il faut que nos problèmes d'adultes, quelle que soit leur importance, impactent le moins possible le développement et l'épanouissement de nos enfants, tout simplement. On peut parler avec respect à nos enfants en les considérant comme un être humain unique et différent de nous, mais on n'a pas à leur parler comme à un adulte. Voilà. Notre discours doit être adapté, choisir les bons mots, leur donner les informations, bien évidemment, hein, je ne parle pas de mentir à nos enfants, mais de donner les informations adaptées à leur écoute et à leur compréhension. C'est surtout ça en fait. Et ils auront tout le temps, vous en faites pas, ils reviendront vers vous, ils vous poseront les questions quand ils voudront comprendre un peu plus la situation. Mais ça sera eux qui viendront vous voir de toute façon pour comprendre la situation, et c'est pas à nous de leur rabâcher des choses ou, ou leur donner nos malheurs toute la journée. Ils n'ont pas besoin d'entendre la vie est assez dure comme ça, et elle le sera assez dure pour eux. On n'a pas besoin de venir leur déverser tous nos malheurs tous les jours. Compliqué, très difficile à faire, apprentissage d'une vie, voilà, hein, c'est un parcours, c'est très long, c'est un marathon. C'est lié souvent à l'hypercontrôle, hein, vous savez, les gens qui ont tendance à se victimiser tout le temps et à se plaindre tout le temps, bah, ils déversent ça sur leurs enfants qui vont devenir des gens qui vont se plaindre tout le temps. Mais surtout, des fois, le discours indirect de tout ça, ça peut être aussi une incapacité à couper le cordon, comme on dit, et à vouloir garder toujours ce lien avec l'enfant, qui est désastreux, parce que, comme je vous le dis toujours, notre but, nous, c'est de les rendre autonomes et indépendants. Ils vous aimeront toujours, ils vous oublieront jamais, parce qu'il y a maman, papa, il y aura toujours maman, papa. Le seul truc qu'il y a, c'est que là, vous leur travaillez leur cerveau pour garder toujours ce lien, parce que vous avez un manque et vous avez peur. Sachez les choses comme ça, c'est que c'est vous qui avez peur et c'est vous qui avez peur de ce manque futur, mais ils n'ont pas à en subir les conséquences. Voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois, nos problèmes d'adultes, on peut leur expliquer quand c'est important,
Ils viendront nous demander de toute façon les raisons des choses s'il y a quelqu'un qui n'est plus là, ou etc. Ils vous poseront la question, mais laissez-les vivre leur temps d'enfant, même si je sais la vie est folle. On est à 1000 à l'heure toute la journée et nos journées s'enchaînent à une vitesse folle. Après, ça, c'est, comme je dis à chaque fois, des efforts du temps et de l'organisation. Voilà, ce qui nous ramène aux routines et autres cadres clairs à donner pour gérer au mieux nos journées, se préserver et durer dans le temps. Voilà, donc quand j'ai lu cet article aussi, ça m'a rappelé un documentaire que j'avais vu sur la Suède. Je vous ferai une vidéo sur la Suède parce que on parle beaucoup des Suédois et de leur, enfin, de leur manière d'enseigner les enfants et surtout comment ils mettent dans leur culture l'enfant au cœur de tout. Par exemple, là, j'avais vu un documentaire où on en revient à une vidéo que j'avais fait et que je vous laisserai voir sur l'aspect de les laisser agir, pardon, tout seul dans un cadre clair. C'était des mamans qui étaient dans un parc de jeux et elles laissaient agir leurs enfants. Voilà, ils les laissaient jouer en fait, hein. Elles les laissaient jouer, mais elles les voyaient voilà, elles étaient à 600 mètres, elles les voyaient, elles étaient assises sur le banc, elles discutaient entre elles. Elles étaient vigilantes vis-à-vis de la sécurité, donc des chutes, etc. Mais elles ne se sont jamais précipitées de suite. C'est-à-dire, par exemple, pendant le documentaire, il y a un enfant qui est tombé. Il est tombé. Il s'est relevé, il est reparti jouer. Le truc que je peux voir beaucoup, par exemple, c'est quand un enfant tombe et que le parent se précipite. Souvent, l'enfant se met à pleurer, par exemple, ou a eu peur, mais comment dire, ça a été accentué par la venue rapide de son papa ou sa maman après sa chute, quoi. Donc je dis pas que s'il chute, il faut le laisser chialer pendant 10 minutes. C'est surtout pas ça, et comme je le dis en intro, c'est tout simplement de voir comment il réagit et de venir le voir après 1 ou 2 minutes pour prendre de ses nouvelles, etc. Si les trois quarts des chutes qu'ils font, s'il se relève, enfin, si vous laissez 1 minute, peut-être, il va se relever, il va repartir jouer tout de suite avec ses collègues et il viendra vous voir si s'est fait mal ou quoi plus tard. Mais s'il se relève, s'il se relève et qu'il repart jouer avec ses copains, ben laissez-le se relever et aller rejouer avec ses copains. Si vous y allez au milieu, même si c'est relevé, qu'il est parti rejouer avec ses copains, vous allez et vous accentuez le truc en disant ça va, tu t'es pas fait mal, etc., etc. Là, vous pouvez refaire surgir la chute qu'il a eue et la peur qu'il a eue. Donc voilà. Je sais que je vais me prendre plein de commentaires et qu'on va me dire oh là là, il est fou, machin et tout. Mais moi, je pense que l'enfant, il apprend, il est grand, enfin, il est grand dans la manière d'apprentissage, il est plus rapide que nous, il est beaucoup plus mature et surtout, il travaille, enfin, il apprend par mimétisme et en regardant ses copains-copines. Juste avant, s'il a vu une copine qui est tombée, il va peut-être aller l'aider et si le copain-copine joue avec lui juste après, et ben, si c'est lui qui chute, ça sera vice-versa, quoi. Je veux dire, il aura vu que son copain, l'a aidé, il viendra l'aider, et puis ils continueront à jouer ensemble. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que ils vont apprendre par ces interactions et par eux-mêmes, des fois. Par eux-mêmes, des fois. Donc il faut les laisser, des fois, apprendre tout seuls. Euh, Autre chose, je parle beaucoup de la parentalité suédoise. Je ne prends pas du tout le parti de l'éducation à la suédoise. J'aime bien, comment dire, certains aspects qui prônent, mais je prends pas tout. Et je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a un article qui est super là-dessus. Je le commenterai pour vous. Euh, et notamment ça commence à sortir en Suède aussi, ces articles pourraient corner un peu cette image idyllique de l'éducation parfaite au niveau international, enfin tout du moins au niveau européen, qu'on prend toujours en exemple, etc., etc. Tout ça pour dire, à la fin, au-delà de la désignation de parentalité paresseuse, que je vous avouerai, j'apprécie pas mal, pour changer de la parentalité bienveillante, positive, tout ce qu'on entend, etc. Il faut trouver le bon compromis pour le laisser agir tout en les accompagnant, hein, tout en les accompagnant. Le travail à faire est surtout sur nous, comme d'habitude, chers parents, pour se réfréner de vouloir à tout prix faciliter les choses ou éliminer les difficultés ou les possibles chutes, par exemple, dans le cas que je vous ai expliqué avant. C'est vraiment un travail sur nous. Il va falloir qu'on grandisse en même temps qu'eux et qu'on les laisse agir.
et qu'on les laisse expérimenter et apprendre de la vie de tous les jours. Donc soyez forts, soyez patients. C'est un marathon pour finir, je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à me suivre et n'hésitez pas, sous cette vidéo, il y a tous les liens. Si vous m'écoutez sur les podcasts, il y a les liens aussi en description, donc n'hésitez pas à me suivre. Mettez des commentaires, posez-moi des questions, ça me donnera surtout, ça me fera déjà plaisir parce que ça veut dire que vous portez de l'intérêt à mon travail, mais surtout ça va peut-être me poser de nouvelles questions et j'adore qu'on me pose des questions parce que ça va me permettre de réfléchir et d'évoluer avec vous et pourquoi pas faire de prochaines vidéos ou de prochains épisodes de podcast. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.